Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une pièce de théâtre qui a vraiment marqué son époque. Eugénie de Beaumarchais, écrite en 1767. Et attention, ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelait le drame bourgeois. En gros, un genre qui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière du théâtre de l'époque en se concentrant sur les problèmes de vraies familles, pas des rois et des reines. On va plonger ensemble dans un véritable tourbillon de passion, de trahison et peut-être de rédemption. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec notre héroïne, Eugénie. Dès les premières répliques, on sent une angoisse palpable. Ces quelques mots, « cette ignorance de mon père m'inquiète ». Ça nous dit tout de suite qu'elle est empeutrée dans quelque chose de lourd, dans un secret. Et ça, c'est le signe avant-coureur de la tempête qui se prépare. Le décor est planté. On est à Londres. Eugénie vient d'arriver avec son père, le baron, et sa tante, Madame Muret. En apparence, c'est juste une famille en voyage. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, parce que sous la surface, la tension est déjà à son comble. Et voilà le cœur du problème pour Eugénie. Elle est face à un choix quasiment impossible. D'un côté, il y a le devoir, Cowerley. C'est le choix de son père, un militaire respectable, un parti sûr, mais sans passion. Et de l'autre, il y a le cœur, le séduisant et très puissant Lord Clarendon, qu'elle a épousé en secret. C'est le dilemme classique entre l'obéissance à son père et l'amour clandestin. Très vite, on se doute que l'amour de Clarendon n'est peut-être pas aussi pur qu'il n'y paraît. D'ailleurs, son absence quand Eugénie arrive à Londres, c'est le tout premier drapeau rouge, le premier signe que quelque chose de vraiment pas net se trame en coulisses. Et là, on découvre l'ampleur de la manipulation. Ce n'est pas juste un petit mensonge, non. Clarendon a monté une véritable mise en scène. Un faux contrat, de faux registres, et le clou du spectacle, un faux prêtre qui n'est autre que son propre intendant. Le mariage, un acte sacré, est devenu une mascarade totale. Bon, une tromperie aussi énorme, ça ne pouvait pas tenir éternellement. On va voir maintenant comment tout ce château de cartes s'effondre. Et ça va aller très très vite. Le drame est sur le point d'éclater. Le déclencheur, il vient de là où on s'y attendait le moins. Celui qui a joué le rôle du faux prêtre, l'intendant, est sur son lit de mort. Et rangé par les remords, il ne supporte plus le poids de son secret. Alors, dans un dernier souffle, il décide de tout avouer par écrit. Il faut imaginer le choc de la famille en lisant ça. Ces quelques mots sur un bout de papier, c'est la confirmation de leur pire cauchemar. Ce n'est plus une suspicion, c'est une certitude. La trahison est là, noir sur blanc. L'horreur est absolue. Les conséquences sont immédiates, et elles sont brutales. C'est le choc, l'humiliation, la trahison. La famille doit non seulement faire face à la réputation d'Eugénie qui est ruinée, mais en plus, elle apprend que le coupable, lui, est sur le point de se marier avec une autre dès le lendemain, comme si de rien n'était. Et comme si le drame n'était pas assez terrible, son propre père, dans un accès de rage et de douleur, la renie. Au lieu de la soutenir, il l'accable. Il la maudit. C'est une cruauté sans nom qui s'ajoute à son désespoir. L'honneur de la famille est bafoué. Le choc des premiers instants fait vite place à une colère froide et à un désir calculé de vengeance. Il est hors de question de laisser cet affront impuni. Face à cette injustice, c'est la tante d'Eugénie, Madame Muret, qui prend les choses en main. Elle met au point un plan radical, désespéré et violent. On ne va pas passer par la justice, non. L'idée, c'est d'attirer Clarendon dans un piège et de le forcer à réparer son crime. L'ultimatum est simple et brutal. Soit il épouse Eugénie, soit il meurt. Le piège est donc tendu, la tension est à son maximum. Et c'est là qu'un élément totalement imprévu vient tout chambouler. Le frère d'Eugénie, Sir Charles, débarque à l'improviste. Et son arrivée va absolument tout changer. Alors là, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Le plan de vengeance s'écroule à cause d'une coïncidence absolument incroyable. L'homme que la famille veut tuer n'est autre que celui qui vient de sauver la vie du frère, Sir Charles. C'est un retournement de situation total. Et cette phrase, elle résume parfaitement le dilemme impossible dans lequel se trouve Sir Charles. Est-ce qu'il doit trahir l'honneur de sa famille, l'honneur de sa sœur, ou est-ce qu'il doit trahir l'homme qui vient de lui sauver la vie ? C'est un choix cornélien, il n'y a pas de bonne solution. La vengeance a donc échoué. Eugénie, elle, est au bord de la mort, consumée par le chagrin. La pièce bascule alors vers son acte final, une confrontation qui ne sera plus violente, mais purement émotionnelle. Et là, nouveau coup de théâtre. Contre toute attente, Clarendon revient. Mais cette fois, c'est différent. Il revient de son plein gré, sans armes, pour affronter les conséquences de ses actes. Il vient pour se repentir. Et attention, il ne revient pas avec de belles paroles, il revient avec des preuves concrètes de son repentir. Il a tout risqué. Il est allé voir son oncle, un homme très puissant, il a tout avoué, mettant en jeu son propre honneur, sa position sociale. Et il a obtenu l'annulation de son autre mariage. C'est un geste qui prouve qu'il est sincère. C'est son argument final, l'argument massue.
Il rappelle à Eugénie et à sa famille qu'elle porte son enfant. Un enfant dont l'avenir et l'honneur dépendent entièrement de leur mariage. Ce n'est plus un appel à la passion, c'est un appel à la responsabilité. Et ça fonctionne. Face à ce remords qui semble sincère et surtout face à l'argument de l'enfant à naître, la famille finit par céder. Le père donne sa bénédiction et Eugénie, qui veut croire à sa rédemption, accepte finalement de l'épouser. La pièce se termine donc sur une réconciliation. Mais elle nous laisse avec cette question en suspens, une question qui est toujours d'actualité. Face à une trahison aussi profonde, est-ce que le pardon peut vraiment tout effacer? Ou est-ce que ce n'est finalement qu'un arrangement pour sauver les apparences? C'est une question qui résonne bien longtemps après que le rideau est tombé.